nous savions le pourcentage qui nous revenait, 17, mais nous ne savions pas la quantité qui sortait. 17 de 100 égale 17, mais 17 de 50, ça ne peut plus être 17. Et vous n'aviez aucun contrôle ni sur la quantité de brut sorti, ni sur les prix. Encore moins sur les prix. Parce que le pétrole qu'il prend, il le vend et il le ressoutire. Il vend et le mien et le sien. Donc, ils essayent d'arranger d'abord le problème des prix. Vous en avez dit un mot tout à l'heure. Vous verrez que c'est pas banal, ce genre de choses. Par où passent les tricheries, etc. Alors, lorsqu'on vous dit, mais oui, mais on vous a acheté votre baril le 15 octobre, etc., le baril était, mais le dollar était à... Car tout se fait en dollars. Lui aussi, il est... Alors, donc, ils choisissent, ils savent à quel moment ils vous lancent le prix le prix. Ce prix, s'il y a un creux entre ce prix et celui du dollar, le différentiel, bien entendu, ça se gère entre tout un tas de gens dans le dédale desquels moi je ne rentre pas, voyez-vous, c'est pas... Il y a un autre point, une épée de Damoclès sur ma tête, c'est que ils allaient s'arranger pour faire toujours des déficits. Et je vois que vous souriez, donc vous connaissez bien la musique. Alors, nous sommes obligés de jouer avec tout un tas de gens. Alors, je dis, écoutez, ça, je laisse gérer ça par les ministres intéressés, plus le ministre des Finances, et puis ils vont voir ça avec, etc. Mais nous étions à deux doigts de mettre en place cet audit, mais, comme je vous ai dit tantôt au début du machin, rien que le mot audit est déjà conflictuel. Bon, les pétroliers disaient avoir investi beaucoup d'argent et donc le niveau d'amortissement était extrêmement important et ne permettait pas à ces sociétés de faire des bénéfices. Nous arrivions donc à une situation où, en fait, en dehors de la redevance, on n'avait plus d'impôt sur le bénéfice des sociétés. On arrivait parfois à 0 franc. Jean-Luc Mathieu, conseiller à la Cour des comptes, l'organisme d'État qui, en France, contrôle les comptes de toutes les sociétés publiques. Il est, de 1992 à 1996, en mission auprès de Pascal Lissouba pour l'aider à organiser le fonctionnement de l'État congolais, des circuits de décision, des structures de contrôle, jusque-là totalement inexistantes. 30 ans après l'indépendance, au Congo, l'État est toujours incapable de contrôler même ses recettes et ses dépenses. Entre ce que Elf devait au Congo et ce que Elf versait au trésor congolais, je ne sais pas quel est l'écart. Je pressens qu'il était assez important. Mais assez important, ça ne veut pas dire grand-chose. N'importe comment, étant donné la ressource pétrolière, même un écart pas très important finit par faire pas mal de millions, de dizaines de millions, peut-être même de centaines de millions. Si vous voulez, vous savez bien que Elf est un État dans l'État en France. Alors, à l'égard d'Elf, le Congo, c'est une petite principauté dans un empire. La petite principauté, elle fait ce que l'empire lui demande. Elle négocie un petit peu. On sait que l'Empire, c'est aussi débarquer, s'éduquer ses princes. Il l'a montré souvent. Qu'est-ce qui se passait entre les deux? Ce sont les ombres, les zones parfaitement grises de la gestion des affaires publiques. Et je n'ai jamais été invité de près ou de loin à y mettre mon nez. Vous saviez que le budget n'était pas exact. Enfin, que les chiffres du pétrole, par exemple, n'étaient pas exacts. Je le pressentais sans pouvoir l'affirmer. À quoi le pressentiez-vous? Pourquoi le pressentiez-vous? Je le pressentais parce qu'un certain nombre de choses un certain nombre d'activités, un certain nombre d'acquisitions d'armements, un certain nombre de conditions d'existence des membres du gouvernement lorsqu'ils se déplaçaient, et encore une fois surtout l'armement, que ce soit de la police ou de l'armée, me laissait supposer qu'il y avait quelque part
des ressources qui n'apparaissaient nulle part dans le budget, ni en ressources bien entendu, ni en dépenses. Donc, les droits de la République du Congo n'arrivaient qu'en partie dans les caisses du Trésor, et l'évaporation se faisait ailleurs. Il y a eu une période où le dispositif de comptage n'était pas très sophistiqué, où on avait envie qu'il ne soit pas sophistiqué, peu importe, et où par conséquent, la production, il y avait des pétroliers qui arrivaient et qui repartaient avec une production qui n'existait pas. C'était des cargaisons fantômes, en fait. Oui, absolument, oui, d'ailleurs, bon, qui était célèbre et qui continue à être célèbre dans tout le monde pétrolier. C'était la pratique de l'époque. La pratique de l'époque était que, à côté des cargaisons officielles, il y avait des cargaisons inofficielles. Et vous continuez aujourd'hui, d'ailleurs, dans les pays du Golfe, à avoir une comptabilisation claire de ce qui est vendu, ce qui est sur le marché, ce qui est... parce que vous avez des quotas à respecter, hein, et puis vous vous apercevez à certains moments qu'il existe des cargaisons qui ne sont pas comptabilisées et que vous pouvez acheter sur le marché. D'où viennent-elles? Bon, en général, les experts peuvent le déterminer à cause de la composition du pétrole. Enfin, voilà. Donc ça continue à exister. Rétrospectivement, je peux dire que ça a eu lieu. À ma connaissance, pendant ma présidence, ça n'a pas eu lieu. Et qui disposait de ces cargaisons fantômes? Les compagnies ou les dirigeants? Non, c'était des... On pourrait appeler ça des gens de l'ombre. Voilà. Vous voulez dire les réseaux? Des gens de l'ombre. Des gens de l'ombre, des deux côtés, oui. En 1994, à Elf, tout va changer. Tout doit changer. Philippe Jaffray a remplacé Loïc Le Floch-Prigent et rempli en un an sa mission. Elf est désormais un groupe privé. Après sa privatisation, donc en 1994, Elf dit qu'il va changer sa politique africaine et en gros qu'il ne veut plus être le bras séculier du gouvernement français en Afrique. Est-ce que vous le vérifiez sur le terrain? Non, il demeure, il peut pas. Monsieur Elf, je ne sais pas dans Elf qui a eu à dire cela. Monsieur Jaffray. Mais il ne pouvait pas aller très loin. Il ne pouvait pas aller très loin parce que il était tiraillé, il était tenu par toutes sortes de filières, en particulier tout ce qui est police, tout ce qui est recherche, tout ce qui est toute l'armada, si vous voulez, qui fasse que c'est une puissance non seulement financière, mais une puissance politique et aussi policière, parce qu'ils sont puissants, je vous assure. Quelle que soit la portée, quelle que soit l'importance de ces circuits, ils avaient un point commun, il fallait les financer. Et qui finance? C'est Elf. Mais cherchez tout ce que vous voulez, vous ne sortirez pas de cette espèce d'imbroglio. C'est lui qui finance. C'est ça le vrai problème. Et qui fasse que, quelle que soit la manière dont vous y prendrez, il va falloir véritablement tout casser, et on risque même de casser la France, parce que très peu d'hommes politiques sortiront indemnes. Le président d'Elf, Philippe Jaffray, ouvrira malgré tout la boîte de Pandore, déclenchant ce qui deviendra plus tard l'affaire Elf. Mais c'est une autre histoire. Celle-ci n'est pas tout à fait finie.
En 1996, le nouveau gisement de Nkossa est mis en exploitation. Elf en attend beaucoup. L'investissement est lourd. Construite à Marseille, conduite comme un bateau jusqu'au large de Pointe-Noire, à ce jour la plus grande barge au monde. Le fond est à 120 mètres, le pétrole 2000 mètres plus bas. Plus loin au large, en haute mer, il y a encore d'autres réserves à prospecter, cette fois sous 2 ou 3000 mètres d'eau. Le coût en sera très élevé. Elf hésite. Alors Elf au début n'était pas intéressé par la haute mer, mais très rapidement Elf était intéressé, comme vous le savez, et il fallait que nous essayions d'être sur ces zones-là et sur des parties de ces zones qui nous paraissaient les plus attractives. Il y avait beaucoup de concurrents? Ah oui, il y avait toutes les grandes compagnies internationales, enfin Exxon, Shell, Mobil, enfin tout le monde était là. Vous savez, les pétroliers agissent ensemble. Lorsque quelqu'un est attiré par quelque chose, les confrères sont également attirés. Et pourtant, M. Issouba était quand même, il faut bien le reconnaître, a été compréhensif, puisque on partait de loin à tout point de vue. D'abord, nous n'étions pas les premiers, et puis ensuite, les relations n'étaient pas tellement bonnes. Bon, donc il a été quand même très compréhensif. Et je crois que j'avais sur lui, et j'espère que j'en ai encore, de l'influence. Vous voyez, tout ce monde-là commençait à grenouiller. J'ai dit, oulala, comment faire? Bon, il va falloir faire ça. Sur ces entrefaites, les Américains arrivent. J'ai dit, d'accord, il va falloir faire un appel d'offres. Et alors, premier appel d'offres arrive. Alors, compte tenu de l'ultimatum qui nous a été imposé, alors je dis à mes collaborateurs, je dis, écoutez, regardez-moi ça, avant que... Et pour une fois, j'ai accepté de tricher. Je l'ouvre, premier bloc, premier américain. Deuxième bloc, premier américain. Alors, bon, nous sommes organisés comme nous avons pu organiser pour que le premier bloc, qui était celui que voulait Marianne, revienne à Marianne. Et ce qui a été fait. À Elf. Et le deuxième bloc est revenu aux Américains. L'année 96 a été mauvaise. La crise économique dure. Les retards de paiement ont repris, les troubles et la violence se répandent. Soldats ou policiers sans solde forment des milices paramilitaires au service de Kiel et Péra. Alors Elf payait un certain nombre de gardes de sécurité avec des armes, ou payait la police pour... puisque la police n'était pas payée, si vous voulez, et non seulement, mais des gens du secteur privé payaient la police pour être gardés. Mais nous-mêmes, à la fin, à l'ambassade, nous payions nous-mêmes les soldats qui gardaient, pas, à la fin, après les événements violents, tout à fait à la fin, quand j'ai voulu faire garder la chancellerie, par un petit noyau, il y avait donc une cinquantaine non même pas une vingtaine de soldats, là, une section avec un lieutenant, et on passait tous les 2 jours, je lui remettais de quoi nourrir ses hommes. Voilà. Je n'ai pas d'argent. J'ai
une fonction publique au point de vue des militaires à pyramide renversée. J'ai énormément d'officiers officiers supérieurs, c'était les 2/3, et il n'y avait que très peu de soldats. Pyramide renversée. Alors, je dis, mais si il y a du désordre dans le pays, ce n'est certainement pas les officiers qui vont aller dans les rues, etc., pour mettre de l'ordre. Il me faut des gens, il faut les former. J'ai demandé à avoir un contrat avec la France pour m'aider éventuellement. La réponse première par l'Élysée, paix à son âme, c'était Mitterrand lui-même. J'étais face à lui dans son bureau. Je lui demande s'il n'était pas possible pour moi de signer un accord comme on en avait signé déjà avant et comme il en a avec d'autres chefs d'État pour que je puisse organiser et cette police et peut-être pas l'armée, mais enfin disons la sécurité publique. Réponse du président de la République: la France ne fait plus ça. La France ne fait plus ça. Ce qui veut dire que allez vous faire voir ailleurs. Mais c'est ce que j'ai fait. Je me suis tourné vers d'autres, dont les Israéliens, pour m'aider. Et voilà ce qui s'est fait. Pour toute aide, Paris envoie à Pascal Lissouba quelques officiers. Un document officiel du chef des forces armées congolaises établit la présence sur le terrain d'un certain Roland, désigné, dit la note, sur les conseils du lobby Elf. À l'époque, vous saviez que ces gens qui étaient à vos côtés pour des matières de sécurité étaient proches des réseaux d'Elf? Non, non, ce n'était pas ma préoccupation. Ma préoccupation, c'était lorsque j'ai découvert qu'ils étaient payés par... c'était d'essayer de savoir comment et par quel biais, comment est-ce que nous étions associés, est-ce que le Congo était associé. Je n'ai jamais pu avoir des certitudes là-dessus. Et il n'y a pas que M. Roland, il y a M. Gilleron aussi. Gilleron. M. Gilleron, Pierre-Yves Gilleron. Pierre-Yves Gilleron, sous les ordres du commandant Proutot et du capitaine Baril, à la fameuse cellule antiterroriste de l'Élysée. Je l'appelle Gilleron. Alors, je crois que son prénom, c'est Pierre. Et celui-là était à mon cabinet. Est-ce que vous saviez que M. Gilleron avait travaillé pour la cellule élyséenne? Mais bien sûr que je l'ai appris. Il venait de temps en temps en France, il voyait ce qui s'y déroulait, il retournait au Congo en nous donnant un petit compte-rendu. Lui, quand il va en France, en leur donnant le compte-rendu de ce qui se passe au Congo, je suis sûr qu'il jouait son rôle d'espionnage ou etc. C'est-à-dire que, dans le fond, vous étiez quelque peu sous surveillance. Je ne vous le fais pas dire. Mais en vous remerciant pour le quelque peu. Vous étiez un président sous contrôle. Mais nous le sommes tous sous contrôle dans ces conditions. Je ne vois pas quel est le président aujourd'hui dans un pays francophone qui ne se sent pas ou qui peut pas se dire surveillé ou directement ou indirectement. Je crois que ils savent parfaitement tous que ils sont sous surveillance. Et s'ils ne le savent pas, bon, ben, ça veut dire qu'ils ne veulent pas le savoir. Ils ne veulent pas la vérité, c'est tout. Président depuis 4 ans, Pascal Lissouba n'est plus pour longtemps au pouvoir. Janvier 97. Denis Sassou Nguesso a quitté son village et revient à Brazzaville pour de nouvelles élections. Lorsque nous sommes revenus à Brazzaville le 26 janvier 97 pour prendre part au processus électoral, ce pays était exsangue.
tous les secteurs de développement économique et social étaient au rouge. Je crois que les fonctionnaires étaient à plus de 10 mois d'arriérés de salaire. Les infrastructures routières, scolaires, sanitaires étaient délabrées, donc une situation très grave. Juin 97. Tentative d'attentat ou provocation. Les partisans de Sassou et les partisans de Lissouba s'affrontent. Le processus électoral est interrompu. La guerre civile commence. Plutôt que de parler de corruption ou de mauvaise gestion, etc., en Afrique, on ferait mieux de se poser le problème du financement de la guerre. En tout cas, moi, l'expérience que j'ai du Congo me montre que c'est la préparation et le financement de la guerre civile du Congo qui ont ruiné ces efforts de redressement. Tous les moyens de redressement, toutes les politiques de redressement ont été prises, toutes les aides internationales apportées, et tout ça est parti en poussière et est retombé à une période antédiluvienne, diluvienne, du fait de la guerre civile. Accusant Pascal Lissouba de s'entendre avec l'UNITA de Jonas Savimbi, le président angolais Dos Santos apporte à son ami Denis Sassou Nguesso le renfort de son armée. L'UNITA ne pouvait pas s'allier avec Lissouba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, Comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais elles sont arrivées. Voilà. Voilà Pointe-Noire, si vous voulez. Ici, c'est le Cabinda. Ici, c'est l'Angola. Ici, c'est le Congo. Les armes sont... n'oubliez pas que le Cabinda, l'Angola est en guerre. Les armes viennent de là. Mais Elf a des assises au Cabinda et en Angola. Elf. Donc, ces petits bateaux à lui, qui gèrent la côte pour les besoins de la cause, ils les équipent en armes, ils viennent au large de Pointe-Noire. D'où ils distribuent ces armes aux partisans de Sassou. Excusez-moi, Pointe-Noire était au Congo, donc sous votre juridiction. Mais la haute mer était sur ma juridiction. Et vous croyez que j'avais des équipements pour aller en haute mer, pour surveiller ce qui s'y passe? Est-ce que vous, au moment des hostilités... Et puis ce sont les bateaux d'Elf. Je ne vois pas pourquoi on les aurait raisonnés. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser aux accusations du président Lissouba quand il dit que les bateaux d'Elf ont servi à approvisionner Sassou Nguesso en armes? Ça me paraît vraiment impossible. Comment imaginer que des bateaux... Quel bateau d'Elf? Il n'y en a pas tellement. Je crois qu'il parle des barges. Comment imaginer que des barges qui servent à transporter du matériel pétrolier
transport des armes. D'abord, là, vraiment, si c'était vrai, le tam-tam africain aurait vraiment retenti, on aurait vraiment su. Et jamais il n'y a eu la moindre preuve. Vous savez, sur ces bateaux pétroliers, il y a beaucoup plus de Congolais que de Français. Et donc, comment peut-on imaginer que des transports d'armes puissent être faits sans que ces gens-là, qui sont avertis, ne s'en rendent pas compte? Il n'y a pas de moindre témoin de cela. Alors c'est pour ça que je dis que ça me paraît impossible. De juin à octobre 97, la guerre civile a duré 3 mois. Grâce au renfort de l'armée angolaise, les troupes de Sassou entrent dans Brazzaville. C'est abominable, parce qu'il me donnait 72 heures. Il a dit en 72 heures, je vais liquider Lissouba, c'est terminé, etc. Pour lui, il y en avait pour 72 heures. Il était sûr de lui, sûr de ses équipements. Les équipements venaient du nord, il les avait, et sur Pointe-Noire, il savait que son homme était à Pointe-Noire avec les gens de l'Angola, etc. Et ils étaient prêts également à investir Pointe-Noire. Donc, il était sûr de sa victoire. Vaincu, Pascal Lissouba doit s'enfuir. Exilé d'abord à Paris, il vit aujourd'hui à Londres. Il a déposé une plainte en justice contre Elf. André Tarallo a quitté Elf en 1997. Il reste le conseiller et l'ami proche du président Sassou. Bien entendu, j'ai repris contact avec lui de façon beaucoup plus active en 1997, puisque, vous l'avez bien compris, ma ligne de conduite a été d'avoir affaire au pouvoir officiel, que ce soit au Congo ou dans d'autres pays. J'ai été toujours préoccupé de préserver les intérêts français au Congo tout du long de cette période-là, et tout du long de cette période pendant laquelle ces intérêts ont été quand même très menacés par les offensives américaines. Diriez-vous que formellement vous occupez aujourd'hui auprès de M. Sassou le même rôle qu'auprès de M. Lissouba, ou est-ce que c'est différent? Venez pas du tout, ce sont des rôles ni auprès de l'un ni auprès de l'autre, ce ne sont pas des rôles qui ont été tellement formalisés. Je crois que mes relations de confiance et de travail avec le président Sassou suffisent, nous n'avons pas besoin de le formaliser. Dès la fin des combats, le 25 octobre 1997, le président d'Elf, Philippe Jaffré, vient à Brazzaville saluer le vainqueur. La guerre n'a pas arrêté le pétrole, mais Elf a changé. Denis Sassou Nguesso est maintenant face à une compagnie privée. Brazzaville était dévastée et je lui ai réservé un accueil chaleureux dans ma villa en Pila, qui elle-même aussi était en partie détruite. Mais immédiatement après, il était quand même nécessaire que nous fassions l'état des lieux. Il y a d'abord des questions concernant l'exploitation du pétrole de Nkossa. Nkossa, c'était l'espoir du secteur pétrolier dans notre pays. Toutes les télévisions du monde ont suivi la barge de Nkossa qui a flotté depuis les côtes françaises jusqu'à Pointe-Noire. Donc c'était le bijou. Mais quelques temps après, on nous a dit que Nkossa n'était plus rentable et que nous devions tous en payer les frais. Nous n'avons pas eu d'explication suffisante et au contraire, nous avions estimé que l'État a subi plutôt des préjudices de ce fait. Très vite, les rapports entre les deux hommes se tendent. Pour débloquer la situation, c'est Maurice Robert que Elf arrache à sa retraite paisible pour renouer le dialogue avec Sassou. Le Floch-Prigent l'avait rencontré, lui avait dit, vous savez, c'est un gisement énorme, on va tirer, je sais pas, je crois que c'est 125 000 barils de jour. Mais pour la mise en production, il faut une grosse somme, $1 milliard, et je vais faire appel aux Américains pour... Bon, ça c'était les conversations. Puis ce $1 milliard a fait des petits, ça a coûté quand même $1,8 milliard de coût de la mise en production. Mais malheureusement, il y a eu surestimation
de l'importance du gisement, et ce gisement ne produit que 65 000 barils jour. Donc, il s'étonne. Il s'étonne que c'est coûté aussi cher, alors que la production, on lui annonce tout d'un coup, c'est plus 125 000, c'est 65 000. Quant au coût, si vous voulez, Sassou s'était imaginé qu'une partie de cet argent avait servi pour financer la campagne électorale de Balladur à la présidence de la République. Alors, hein? C'était vrai? Non. Durant tous nos rapports avec le président Jaffray, il n'y a pas eu d'accord et chaque parti essayait de défendre son point de vue. Nous avons en vain cherché à rencontrer Philippe Jaffray. Nos premières demandes de rendez-vous quand il était président d'Elf sont restées sans réponse. Nous les avons renouvelées sans plus de succès après son départ. Alors les choses en sont là parce que Sassou se braque, alors il va faire un audit, etc. Bon, elle a fini par dire, si vous voulez un audit, ben, on en fait un. Nous, on va prendre un expert, et vous prenez l'expert que vous voulez. Et bon, et voilà où on en est pour ce cas. Par ailleurs, aujourd'hui, la guerre civile continue au Congo comme en Angola. En mer, de nouveaux gisements viennent d'être ouverts. Plus loin, l'exploration des mers profondes a commencé, pendant que les réserves du Gabon, elles, diminuent. Mais après 33 ans d'existence, Elf vient de disparaître. C'est désormais l'affaire de Total. Et c'est aussi une autre histoire. Thank you.